Vous écoutez France Culture. Shub-Niggurath, la chèvre noire aux 1000 chevrons. Nyarlathotep, le chaos rampant, hurleur de la nuit, habitant de l'ombre. Le puissant messager, l'aveugle sans visage, père des millions de favoris. Umrat-Tavil, le plus ancien, lui dont la vie a été prolongée, le guide et gardien de la porte. Yog-Sothoth, de l'au-delà, le tout en un et l'un en tout. Tsathoggua, la chose batracienne. Azathoth, seigneur de toutes choses. Cthulhu, celui qui viendra des abysses d'océan, le seigneur d'Urlier. Je crois qu'il y a déjà cette mythologie elle-même qui est vraiment qui provoque d'autant plus de fascination qu'elle n'est révélée en général que par petits morceaux. Si on veut en avoir une idée complète, il faut tout lire. Mais d'un autre côté, mon point de vue personnel est que c'est mieux de ne pas trop s'en faire une idée complète et de savourer le plaisir de la découverte qu'il y a dans chaque histoire et la révélation fragmentaire que chaque histoire peut donner. Monsieur. Une vie, une œuvre. Monsieur. Howard Phillips Lovecraft, Lettres de Providence. Écoutez-moi. Une émission de Lydia Benitzrak. J'ai besoin de votre aide. Ici, personne ne veut m'écouter. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Ne posez pas de questions, monsieur. Vous comprendrez tout ce soir, 11h à l'opéra. J'y serai. C'est très important. Il y va de mon existence. Bon, évidemment, les lectures psychanalytiques de Café du Commerce fonctionnent parfaitement avec Lovecraft. Elles fonctionnent même beaucoup trop bien dès qu'il est question de répugnance, de choses gluantes, qu'on ne veut pas manipuler, etc. Il y en a trop. Le problème, c'est que ça marche un petit peu trop bien. Plus subtiles sont des interprétations sur le fait qu'à travers les textes de Lovecraft, de manière pas forcément consciente, Lovecraft, dans certains textes, montre son inquiétude devant la dégradation économique de la classe sociale à laquelle il appartient. Vous comprendrez tout ce soir. Il y va de mon existence. À mon sens, la plus grande faveur que le ciel nous ait accordée, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix d'un nouvel âge de ténèbres. Ainsi s'ouvrait en 1926 l'appel de Cthulhu. Faut-il être épris de sensations de vertige pour oser s'aventurer dans le sillage de Lovecraft, pour le suivre jusqu'au bout de ces flamboyantes ténèbres? Quel effroi hantait les nuits de l'écrivain américain pour ne rêver que de dégénérescence physique et mentale, de destin qui ne se contente pas d'être aveugle mais qui en veut à l'homme. Son hostilité n'est que trop naturelle, incarnée par un dieu imbécile et fou qui règne au milieu du chaos central de notre galaxie, envoyant son messager, le chaos rampant. On ne peut lui échapper qu'en se réveillant ou en mourant. Le génie de sa cosmogonie conjecturale semble exercer une fascination hypnotique, nous obligeant à fixer en face la grandeur de sa vision cosmique. Dans la couleur tombée du ciel, celui qui chuchotait dans les ténèbres, les montagnes hallucinées ou encore dans l'ombre venue du temps, tout gravite autour de civilisations fabuleuses, submergées puis réapparues, plus avancées que la nôtre, fondée par des extraterrestres ayant laissé des marques cyclopéennes dans notre culture. Une quête menée jusqu'au fond de la sombre crypte cachée sous la maison de la radio. Je ne peux penser aux abîmes marins sans frissonner à l'idée des choses sans nom qui, peut-être en ce moment même, rampent
et sinus sur des fonds limoneux, adorent leurs antiques idoles de pierre et sculptent leurs détestables ressemblances sur des obélisques sous-marins de granit imbibés d'eau. Je songe qu'elles pourraient un jour émerger des lames pour entraîner de leurs griffes puantes les restes d'une humanité chétive, épuisée par la guerre, qu'un jour les terres couleront à pic et que le sol noir de l'océan s'élèvera dans un pandémonium universel. Né le 20 août 1890 à Providence, comté de Rhode Island. Ascendance anglaise. Son père meurt de folie à l'asile. Sa mère, névrosée, l'isole du monde extérieur pour le protéger. Peur maladive du froid, de l'eau et des étrangers de couleur. Écrit 100 000 lettres à des correspondants qu'il ne rencontrera jamais. Des contes fantastiques qu'il publia avec succès. Meurt pauvre le 15 mars 1937 d'un cancer de l'intestin, entouré de quelques disciples fidèles et d'une femme qui vainement tenta de l'aimer. C'est vrai qu'il y a toute une légende Joseph Alterac. autour de Lovecraft qui s'est construite d'une manière assez compliquée d'ailleurs. Et de fait, Lovecraft lui-même, pour être juste vis-à-vis de ceux qui ensuite ont participé à la construction de sa légende, est partie prenante là-dedans, parce que il joue dans sa correspondance au grand solitaire, il se vieillit, il parle du vieux gentleman alors que c'est quelqu'un qui n'a pas 30 ans dans les lettres en question. Donc c'est vrai que Lovecraft participe à cette légende. La légende du solitaire, de l'homme qui ne sort pas, de l'homme qui ne vit que la nuit, qui travaille toute la nuit, du personnage qui refuse le contact avec les autres, bourré de crainte, peut-être pas de crainte, mais d'allergie, il est allergique à des tas de choses. Bref, une espèce de solitaire, de bonhomme comme ça, très farouche. Bon, la réalité est tout à fait inverse. Alors, ce qui est vrai, c'est que bien qu'il se soit marié, brièvement, Lovecraft est un vieux célibataire. Je pense que la bonne description de Lovecraft, c'est celle du vieux célibataire, qui aime bien vivre dans ses vieux vêtements râpés et qui n'aime pas qu'on dérange sa bibliothèque ou qu'on le force à acheter une nouvelle chemise. Si on feuillette, par exemple, les volumes de sa correspondance, une toute petite partie de sa correspondance publiée par Arkham House aux États-Unis à partir du milieu des années 60, on trouve, avec surprise pour le lecteur français, un grand nombre de photographies où on le voit avec ses amis. Alors que longtemps, en France, on a connu une photographie avec le visage de Lovecraft, une espèce d'air sinistre. On le voit avec ses copains. Il y a certaines photographies où on le voit en train de rigoler. J'en ai une dans un recueil américain où on voit Lovecraft déguisé en cow-boy et en porteur d'eau. Enfin, on n'est pas du tout dans l'image de ce solitaire qui ne veut voir personne. Lovecraft est extrêmement sociable. Seulement, comme il n'a pas beaucoup d'argent, forcément, ça limite un petit peu ses voyages. Lovecraft avait un régime alimentaire Christophe Thiel. dont on peut dire d'ailleurs qu'il l'a tué, puisqu'il est mort prématurément d'un cancer de l'intestin. On voit dans sa correspondance qu'il se vante de manger pour des sommes dérisoires, et sa nourriture se compose de pain, de fromage, de haricots, de glace, enfin pas vraiment ce qu'on appellerait des repas équilibrés. Il était très renommé auprès de ses amis pour adorer les glaces, et il allait faire des excursions avec eux. Il raconte comment il les a battus à un concours qui consistait à goûter le plus de variétés différentes. Il était assez gourmand d'un point de vue, mais vraiment d'un type de régime alimentaire qui, on peut dire, lui a pas fait beaucoup de bien. Mais bon, cet aspect gourmand, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, vient démentir la peinture qu'on fait parfois de Lovecraft, l'homme cadavéreux, retranché chez lui et qui ne goûte aucun des plaisirs de la vie. Eh ben non, c'est pas vrai. Il aimait bien les bonnes choses, il aimait bien ses amis. Non, Lovecraft ne s'est jamais drogué. Je pense que les substances les plus addictives qu'il prenait étaient les glaces et peut-être les haricots rouges, mais il n'a jamais eu recours à des substances illicites. Alors il y a ces textes de sa période décadente
décadente des années 1920 qui s'appelle Le Molosse ou qui s'appelle Hypnos, et dans lequel il fait des allusions à des drogues exotiques, à l'opium, etc. Bon, ça fait partie, je dirais, de l'équipement ou des poses obligatoires de quiconque se veut décadent et coïncident avec cet esprit, cet esthétisme raffiné, ce côté poète maudit. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne se décrète pas forcément. Lovecraft n'a pas été très très loin dans cette direction. En tout cas, c'est clair que ce n'était ni un mangeur d'opium, ni un buveur d'absinthe. D'ailleurs, à ce propos, on peut rajouter une chose. Lovecraft était très fier de n'avoir jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Et lui-même était un fervent partisan de la prohibition. Il adorait les chats. En particulier, il raconte dans beaucoup de lettres les péripéties d'un groupe de chats qui se rassemblait sur le toit de la maison voisine et qu'il a baptisé le Kappa Alpha Tau, comme sur le modèle des fraternités d'étudiants américains qui sont désignées par 3 lettres grecques. Et il raconte qu'aujourd'hui, le président a tenu séance et qu'il a éjecté un nouveau venu. Enfin, c'est très amusant. Jacques Ferjot, vous vous êtes lancé dans une étrange entreprise qui est celle d'écrire une autobiographie de Lovecraft. Très souvent, dans les préfaces ou dans les 4e de couverture, était mentionnée la terminologie ermite de Providence, puisque c'était la ville dans laquelle il résidait, Rhode Island, ou alors le sauvage aussi quelquefois. Enfin bref, on décrivait Lovecraft comme un personnage un petit peu hors de son temps, qui était enfermé dans ses fictions et dans le corpus qu'il avait créé lui-même, et qui s'intéressait à peu de choses, qui vivait chichement, etc. Et j'avoue que ça m'agaçait un peu, parce que lorsque j'ai lu ensuite le premier tome des lettres de sa correspondance privée, qui est paru chez Bourgois en 1975, si ma mémoire est bonne, ben là j'ai découvert un jeune homme qui n'était pas du tout comme ça, qui s'intéressait à la vie d'une façon générale, qui avait des amitiés déjà avec certains des correspondants qui s'étaient faits. J'ai découvert un homme qui s'intéressait à la politique, au cinéma, au théâtre, qui lisait les journaux, qui avait des opinions sur toute la vie qui pouvait se passer autour de lui. Et il y avait comme une dichotomie très importante entre ce que j'avais lu moi avant dans les préfaces et ce que je lisais dans la correspondance. Et vous, Christophe Thiel, vous vous êtes rendu à Providence à plusieurs reprises. Oui, alors Providence, la ville de Lovecraft, I am Providence, disait-il lui-même. Il n'y a plus maintenant malheureusement, il y avait une convention Lovecraftienne qui s'appelait la Necronomicon, qui se déroulait tous les 2 ans à Providence, donc dans ce décor Lovecraftien, avec des gens comme S.T. Joshi, grand spécialiste mondial de Lovecraft, qui animait des séances de discussion, etc. Donc j'y suis allé une fois en 1997, ce qui m'a permis de faire connaissance avec un certain nombre de gens, d'écouter des tas de choses et de visiter la ville, de faire des visites guidées. La visite guidée de Providence avec S.T. Joshi, c'est passionnant parce que non seulement il connaît tout sur le bout des doigts, mais en plus il joue, il met tout ça d'une manière vivante et c'est très drôle. Alors Lovecraft fédère un peu des cercles et des amitiés aujourd'hui que ce soit parmi les jeunes amateurs de fantastique, parmi les auteurs, etc. Il y a une parenté, mais à son époque, Lovecraft, malgré son côté asocial, était une sorte de chef de bande. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans sa vie, après son mariage, où il est allé vivre à New York avec sa femme. Et pendant ces quelques années où il a habité New York, ses amis, qui étaient ses correspondants, il passait pratiquement tout son temps, jour et nuit, avec eux, à parcourir les rues, à admirer tel et tel coin d'architecture, etc. Donc il y avait une vie sociale et ce qu'on appelait le cercle Lovecraftien qui fonctionnait d'une manière très très forte. En janvier 1896, la mort de ma grand-mère plongea la famille dans une affliction dont elle ne se releva jamais complètement. Les vêtements noirs de ma mère et de mes tantes me terrifiaient et me faisaient horreur à un tel point que j'épinglais subrepticement à leurs jupes des bouts de tissu ou de papier de couleur vive dans le seul but de me remonter le moral. Elles devaient examiner soigneusement leurs vêtements avant de recevoir des visiteurs ou de sortir. Et c'est alors que ma bonne humeur antérieure se trouva étouffée. Je me mis à faire des cauchemars hideux peuplés de choses que j'appelais les maigres bêtes de la nuit. Je les dessinais à mon réveil. Vous remarquerez que je n'ai fait aucune allusion à des amis d'enfance ou à des compagnons de jeu, je n'en avais aucun.
Les enfants que je connaissais me trouvaient antipathique et je le leur rendais bien. J'étais habitué à la compagnie et à la conversation des adultes et malgré le fait que je me trouvais honteusement terne à côté de mes aînés, je n'avais rien de commun avec la vie des enfants. Leur turbulence et leurs cris me déroutaient. Je détestais la seule idée de jouer et de danser. Quant à mes moments de détente, je désirais toujours qu'ils aient un thème. Ma mère essaya une fois de me faire entrer dans un cours de danse pour enfants, mais cette idée me faisait horreur. Ma réponse à sa suggestion jette une lumière sur la nature de mes lectures vers l'année 1898. Je lui dis « Nemo fere saltat sobrius, nisi forte itsanit ». Phrase extraite des Catilinaires de Cicéron. Il encourageait d'autres écrivains. Jackie Ferjot. Il leur donnait des conseils. Enfin, il y avait une émulation qui se créait. Et tout ça a fait que, petit à petit, il s'est tissé un réseau de correspondants à travers le pays. Correspondants, bien sûr, qui avaient les mêmes affinités que lui, c'est-à-dire qui avaient déjà l'écriture, et l'écriture fantastique plus précisément, comme point de mire et comme facilité pour réaliser. Et il en a rencontré certains, beaucoup même, on peut dire. Alors, ce qui fait qu'on a une double production de Lovecraft aujourd'hui. On a d'une part ses fictions, bien sûr, qui ont apparemment toutes été commercialisées. Et puis, on a cette correspondance très, très importante dont nous n'avons actuellement à notre disposition, nous, en Europe, que le premier tome, donc paru chez Bourgois en 1975, et puis chez Arkham Press aux États-Unis, 3 tomes, que son ami Clark Ashton Smith a lui-même mis en forme et fait publier, puisque c'est lui qui a été le second exécuteur testamentaire de Lovecraft. Mais on doit dire qu'à notre grand désespoir, nous, Lovecraftiens, il existe à la bibliothèque de Providence tout le fonds qu'on peut consulter sur place, tout au moins des photocopies, mais auquel on n'a pas accès depuis les autres pays. Et c'est vrai qu'on a là affaire à un personnage qui a une vie très propice à tous les mythes, et concernant sa vie sexuelle, finalement, on a imaginé bien des choses. Alors j'ai découvert que, d'abord j'avais fait, puisque c'est un de mes hobbies, il m'arrive de faire des analyses graphologiques, donc j'avais fait à partir de documents, d'une photocopie bien entendu, puisque je n'ai pas de documents authentiques. J'ai fait une analyse de Lovecraft qui m'a confirmé ce que je savais déjà à peu près sur le personnage, rien d'extraordinaire. Si ce n'est que j'ai découvert que Lovecraft aurait pu avoir une vie sexuelle tout à fait normale, d'une part, mais que par une sorte de maladie, qui n'est pas une maladie organique, qui est une maladie plutôt psychique, il avait converti cette sexualité, il l'avait transférée sur autre chose, et cette autre chose, c'était l'amour de Providence, c'est-à-dire de la ville natale où il était né. Et ce qui explique d'ailleurs son retour, il faut lire les 2-3 lettres qu'il consacre au retour à Providence. On a l'impression vraiment qu'il rejoint un Eldorado qu'il avait perdu, quoi. Providence. À l'endroit où la baie et la rivière mêlent leurs eaux harmonieusement, où s'étendent les coteaux boisés, les flèches de Providence se dressent vers les cieux antiques. Dans les sentiers étroits et sinueux qui grimpent en haut des pentes et des crêtes, on peut encore trouver la magie tranquille des jours oubliés. Le miroitement d'une imposte, le tintement d'un heurtoir, la vision fugitive d'une vieille maison de briques, ce sont les images et les sons du passé où s'attarde le souvenir. Une volée de marche à la rampe de fer, un beffroi élevé, la flèche d'un clocher pâle et délicatement ciselé, le muret d'un jardin couvert de mousse, un cimetière caché, preuve du passage éphémère de l'homme, un quai pourrissant où des toits en pente font le guet, dominant la mer. Une petite place et une promenade dont les murs ont contemplé plus de 15 décennies, abrités dans un berceau de verdure, des chemins pavés et dédaignés par la foule, des ponts de pierre enjambant des ruisseaux languides, des maisons perchées sur la colline, et des ruelles emplies de mystères et de rêves propices à la méditation.
les degrés escarpés d'un passage enfoui parmi les plantes où des fenêtres à petits carreaux brillent, au crépuscule, sur un morceau de champ laissé en contrebas, par hasard. Providence, ma ville, quelles armées aériennes font encore tourner tes girouettes dorées, quel vent ténu et quels fantômes gris peuplent toujours tes antiques allées. Les carillons du soir, comme jadis au-dessus de ta vallée, résonnent, et tes fondateurs, sévères, dans leur tombe, rendent bienheureux ton sol sacré. Oui, il est certain que Lovecraft a été très influencé Jacques Bergier, 1969. par sa revue favorite qui était Argosy, qui était un hebdomadaire américain, qui publiait évidemment énormément de romans avec un certain fatalisme, avec une société écrasante, avec des sociétés secrètes toutes puissantes. Et ça, je pense, on peut en retracer plusieurs fois des filiations directes de Lovecraft en passant par Bierce, par Chambers. Il n'en reste pas moins que son livre favori était Le gouffre de la lune des mérites, qui est un livre essentiellement scientifique, et que l'univers où il se place, et il le dit à de nombreuses reprises, c'est l'univers qui existe effectivement dès la physique moderne de la relativité, c'est-à-dire l'univers où il n'y a ni espace ni temps, il y a des intervalles, il y a un continu, l'espace et le temps étant des illusions locales. Et Lovecraft écrit par les ports de la clé d'argent, c'est le continu aux dimensions multiples qui est réel, et le continu à 3 dimensions qui n'est qu'illusion. C'est un écho direct du livre d'Hermann Weyl, Théorie de la relativité, c'est un écho direct d'Einstein lui-même, c'est une conception qui ne pouvait naître qu'après la géométrie non euclidienne de Riemann, et donc essentiellement moderne. Je crois qu'on sous-estime énormément le modernisme de Lovecraft. Une question qui peut sembler absurde, Michel Murger, ce serait celle du rapport au réel de Lovecraft. Mais disons que le rapport au réel, moi je le vois d'une autre manière. J'ai participé au colloque de Cérisy en 1995, j'ai fait une communication sur Lovecraft et tout un courant littéraire américain que je situe en gros entre 1926 et 1931, mais qui s'est quand même relativement prolongé plus loin. Alors, je dirais que Lovecraft, pour moi, il s'insère dans un courant qu'on peut appeler la weird science. C'est-à-dire, pourquoi weird ? Parce que c'est un courant qui s'est d'abord développé dans les premiers numéros, les numéros légendaires de Weird Tales. À l'époque où il publiait, j'ai eu la curiosité de me rendre à l'université de Providence et d'étudier la fameuse collection Lovecraft, le fonds John Hay. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque où Lovecraft publiait ses textes dans Weird Tales, d'autres auteurs, moins connus aujourd'hui, publiaient des textes qui, disons, n'étaient pas si loin que ça de ce qu'on peut appeler la créativité Lovecraftienne, à savoir cette idée de supercivilisation non humaine qui nous ont précédés, l'idée de lutte pour la vie entre notre société et ces sociétés non humaines, l'idée aussi d'un espèce de plan cosmique de l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut parler même d'antéhistoire plutôt que de préhistoire. Et alors là se développe principalement sous la plume d'un écrivain de science-fiction qui faisait là ses premières armes, qui s'appelle Edmond Hamilton, à peu près une douzaine de textes échelonnés de 1926 à 1931, où il est question de tout ça. Il est question de crapauds intelligents, il est question d'insectes, il est question de pieuvres intelligentes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que déjà chez Hamilton, ces super sociétés non humaines se retrouvent chez les animaux dits inférieurs, c'est-à-dire essentiellement des batraciens, des insectes, il y a les tortues aussi, il y a des créatures qu'on considère en fait, nous qui venons du point de vue des mammifères, comme des créatures inférieures. Et ça, c'est un choix délibéré. C'est-à-dire que j'ai pu retracer, à mon avis, le point de départ de ce choix aux alentours de 1925, donc un an plus tôt. En 1925, il y a un procès qui met en branle tous les États-Unis parce que ça sera le premier procès radiodiffusé dans tous les États-Unis. C'est le fameux procès du singe de Dayton, un procès entre les représentants de l'évolutionnisme et les représentants du fondamentalisme chrétien qui, eux, développent, comme vous le savez, une idée, l'homme a été créé par Dieu,
donc qui s'oppose de façon violente au darwinisme et à l'évolutionnisme. Il y a eu un procès qui a eu un retentissement mondial, qui est le procès du singe. Donc on l'appelle le procès du singe parce qu'en fait, est-ce que l'homme descend des simiens primitifs ou est-ce qu'en fait il a été créé immédiatement par Dieu? Et je pense que les membres de ce courant de Weird Science ont pris directement position contre ces fondamentalistes en développant un point de vue darwinien, en montrant donc, mais de façon utopique, qu'ils ne croyaient pas du tout à ces fictions, mais si vous voulez, ils prennent ce qu'on peut appeler des exemples plats, c'est-à-dire qu'ils choisissent des thèmes de fiction, ils les développent jusqu'aux extrêmes conséquences. Et finalement, l'orgueil humain, basé essentiellement sur une interprétation judéo-chrétienne de la création, l'idée qu'en fait l'homme est quelque chose d'exceptionnel, qu'il a été créé égal à Dieu et que c'est uniquement parce qu'il y a eu la chute qu'il a perdu donc ses pouvoirs, mais qu'il en garde quand même quelques-uns et qu'il est supérieur aux animaux, tout ça est battu en brèche par ce courant de Weird Science. Et on peut considérer que dans les plus grands textes Lovecraftiens, comme Aux montagnes hallucinées ou dans l'abîme du temps, ce courant trouve son couronnement avec des morphologies de créatures qui sont censées avoir vécu bien avant les premiers singes et qui sont extrêmement supérieures à tout ce qui a été créé depuis, y compris à la science de l'homme moderne. Donc ce sont des créatures qui se sont développées sur le plan scientifique, qui disposent d'un savoir gigantesque, et ça ne les a pas empêchées d'être détruites. Alors en général, par des cataclysmes, que ce soit par exemple l'ensablement de certaines zones de l'Afrique, que ce soit les grandes glaciations. En général, ce n'est pas des combats contre d'autres sociétés supérieures, mais c'est en fait l'usure, on peut dire, du temps. Alors, on voit tout de suite, effectivement, les emprunts à l'histoire. Et moi, j'ai même pensé qu'en fait, il y avait un rapport avec une certaine forme d'anthropologie américaine qui était très développée à l'époque autour de gens comme Franz Boas, qui développait l'idée du relativisme des sociétés. C'est-à-dire que Boas, qui s'est opposé au nazisme notamment, développer un point de vue en disant mais au fond toutes les sociétés se valent, on ne peut pas dire qu'il y a des sociétés supérieures et inférieures, on peut simplement dire qu'il faut les étudier dans leur contexte, qu'il faut arriver à les concevoir dans leur continuum, et qu'à partir de ce moment-là, finalement, il faut détruire cette idée d'un temps linéaire, l'idée de finalement de sociétés plus développées que d'autres. Il faut effectivement prendre les sociétés et l'histoire comme une sorte de ligne, mais pas de ligne ascendante, mais plutôt des chutes. Des montées, des chutes, des montées, donc une sorte de trajectoire cyclique, accidentée, et effectivement quelquefois le temps cyclique. Et j'étais très frappé de voir que par exemple quelqu'un comme Hugo Gernsback, qui est le parrain de la science-fiction de magazine, avait développé cette idée dans un éditorial. Donc je crois qu'en fait dans la science-fiction des années 20 et 30, il y a encore énormément à découvrir, et notamment des courants philosophiques, des idées qui vont beaucoup plus loin que de simples divertissements, si vous voulez. Je ne peux même pas donner l'ombre d'une idée de ce à quoi ressemblait cette chose, car elle était une combinaison horrible de tout ce qui est douteux, inquiétant, importun, anormal et détestable sur cette terre. C'était le reflet vampirique de la pourriture, des temps disparus et de la désolation. Le fantasme, putride et gras d'égoutture, d'une révélation pernicieuse dont la terre pitoyable aurait dû pour toujours masquer l'apparence nue. Dieu sait que cette chose n'était pas de ce monde, ou n'était plus de ce monde, et pourtant, au sein de mon effroi, je pus reconnaître dans sa matière rongée, rognée, où transparaissaient des os, comme un grotesque et ricanement travesti de la forme humaine. Il y avait dans cet appareil pourrissant et décomposé une sorte de qualité innommable qui me glaça encore plus. 1969, Jacques Bergier s'entretient avec Raymond Bellour et Michel Zérafin.
Lovecraft est un matérialiste parfaitement endurci. Il veut bien à la rigueur montrer comme dans la tombe un cadavre animé, mais jamais un véritable mort. Il ne croit à aucune espèce d'existence de l'âme. Et c'est pour ça que, alors que les effets de Wells sont des effets spirituels, des effets qui ne pouvaient être obtenus que par quelqu'un qui croyait, comme il le disait lui-même, en Dieu, l'invisible roi, et en une âme immortelle, autant les effets de Lovecraft. C'est l'effet que j'ai ressenti en lisant en 1938 les premiers comptes rendus de la fission de l'uranium et en me disant c'est peut-être la fin, les bombes atomiques tomberont avant 10 ans. C'est l'effet qu'on ressent chez Lovecraft. Là, c'est tout à fait nouveau parce que les personnages de Conan Doyle ou de Wells, ce sont des artisans, ce ne sont pas des savants. Ils ne sont pas en rapport avec une université, ils ne font pas littérature d'un sujet. Les personnages de Lovecraft, qu'ils soient condamnés ou qu'ils échappent comme Vilmars dans Celui qui chuchotait dans les ténèbres, sont des vrais savants et des vrais chercheurs qui savent faire une bibliographie. Ils ne disposent pas d'ordinateur, mais ils ont très bonne mémoire et ils savent rapprocher des faits, et ce rapprochement peut être mortel. Et ça, c'est tout à fait nouveau et très moderne. C'est des rapprochements mortels de ce genre que sont nés les bombes thermonucléaires qui pèsent sur nos têtes. Et c'est pour ça que j'ai toujours prétendu que Lovecraft n'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste. L'univers astronomique existe, la menace de la science dont il parlait en 1924 dans l'appel de Cthulhu, elle est maintenant sur nous. Quand il dit que la science, quand elle aura rapproché un certain nombre d'éléments épars, nous détruira, nous y sommes, ce n'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste. Ce qu'il raconte est vrai, ce qui fait une très grande différence avec l'imagination, avec la fuite. Oui, mais enfin, tout dépend de ce qu'on entend par réalité. Enfin, évidemment, tout est réel chez Lovecraft parce que le fantastique pour Lovecraft est réel. Je crois que c'est sa vision du monde. Enfin, évidemment, tout est réel pour lui, il n'y a pas de problème. Pas pour lui, pour nous aussi. Et pour nous aussi, Ce qu'il raconte est vrai, c'est ça la différence avec les autres. Oui. Ce que racontait Jules Verne a fini aussi par être vrai en ce sens-là, oui ou non? Non. C'était en grande partie scientifiquement faux, ça tenait pas debout et de plus c'était infantile. La vision du monde et de la science de Lovecraft n'est pas infantile. Bon, je veux bien, disons qu'elle est, j'admets qu'elle soit plus adulte. Gilles Menegaldo, Howard Philip Lovecraft se situe à la lisière de plusieurs genres, ce qui a occasionné pas mal de polémiques. Oui, effectivement, l'un des clivages, quand on parle de Lovecraft, c'est effectivement un clivage entre deux genres, la science-fiction et le fantastique, ce qui peut s'expliquer de différentes manières. D'abord parce qu'il y a une œuvre de Lovecraft, il commence à écrire relativement tôt, ses premiers textes datent du début du siècle, en gros 1908 je crois, donc il est très très jeune. Il est sous influence, on pourrait dire, et il évolue avec toujours des maîtres à écrire pendant un certain temps, jusqu'au moment où il va trouver effectivement sa voie. Donc la question des influences et la question des genres est un petit peu liée. Je pense qu'on pourrait peut-être parler d'abord des influences et ensuite voir justement comment, par exemple, au début, Lovecraft se fait essentiellement référence dans ses lettres, par exemple, de sa correspondance. Il dit mon maître à écrire, c'est Poe, mon dieu de fiction, littéralement, c'est Edgar Poe. Et il y a toute une série de textes qui sont sous influence poesque, il le reconnaît lui-même. Il dit il y a mes textes à la Poe, mes textes à la Dan Sani, qui est un auteur anglo-irlandais, plutôt axé sur le merveilleux, la fantaisie ou la fantaisie macabre. Et il y a les textes à la Arthur Machen, donc qui est un auteur gallois, qui est également spécialiste carrément de l'horreur ou de la terreur, et notamment de la terreur qui concerne le corps, l'organique, la décomposition des corps, etc., entre autres choses, mais qui est aussi très féru de folklore gallois, évidemment. Je parle d'Arthur Machen. Donc voilà, ça ce sont trois maîtres à écrire de Lovecraft, et donc il est en partie sous influence pendant un certain temps. Donc il se revendique d'ailleurs une sorte de filiation, à la fois en tant qu'individu et en tant qu'écrivain, avec les écrivains du XVIIIe. Combien de pauvres types avez-vous ensorcelés avec votre histoire? C'est donc ça que vous appelez les puissances de la nuit? C'est seulement le souvenir qui vous ronge? Mais vous ne comprenez rien. Il ne s'agit pas de souvenirs. Arrêtez, vous me faites mal. Excusez-moi. J'ai perdu la tête.
Et pourtant, je vous jure que je les ai vus. Non, ne partez pas. C'est un médecin qu'il vous faut. Ne soyez pas stupide. Je vais tout vous expliquer. Alors, vous dites que ces grands anciens ont disparu, mais ont-ils vraiment disparu, Michel Murger ? Les anciens ont disparu. Ce qui a subsisté, là, c'est un apport proprement Lovecraftien, je dirais. C'est une des originalités de Lovecraft. L'idée d'une sorte de tradition, mais de tradition plus ou moins estompée, millénaire, qui se serait transmise dans certains groupes. On la retrouve dès la nouvelle qui lance un peu ce genre Lovecraftien, qui est l'appel de Cthulhu, qui date de 1925-1926. On trouve cette idée donc d'une sorte de transmission à la fois orale autour de certaines idoles représentant ce grand prêtre des anciens Cthulhu, et aussi autour du fameux livre qu'il a créé, même si beaucoup de gens pensent qu'il a existé, le fameux Necronomicon. Donc vous avez cette idée d'une sorte de transmission. Alors il faut insister sur quelque chose d'important. Lovecraft a puisé largement dans des courants d'idées, mais les a adaptés. Par exemple, l'idée d'une tradition primordiale, on la retrouve chez les ésotéristes, on la retrouve par exemple chez les théosophes, aussi l'idée d'énormes civilisations qui nous auraient précédés, les Atlantes, les Muviens. Mais la différence de Lovecraft et la différence des auteurs du courant de Weird Science, c'est que pour eux, ce ne sont pas des civilisations humaines. Donc il n'y a pas l'idée qu'on trouve chez les primitivistes et les ésotéristes d'une sorte d'âge d'or primordial dont l'époque moderne serait simplement, au fond, une pâle représentation. Ces gens-là pensent qu'en fait, la perfection était au commencement. Alors vous voyez tous les rapports avec la tradition chrétienne, avec l'idée d'une perfection originelle dans le Jardin d'Éden, on peut la transposer en disant nos ancêtres, les Atlantes, étaient 100 fois plus importants que nous, connaissaient toutes les grandes inventions, l'électricité, l'avion. C'est ce que disent les ésotéristes au 19e notamment. Alors Lovecraft puise dans ce fond, mais en le détournant et en l'inversant. C'est-à-dire que les grands anciens, la grande race dans l'abîme du temps, toutes ces super civilisations n'ont aucun rapport avec nous, ou alors le rapport qu'elles ont, c'est comme dans le cas des grands anciens, ils nous ont créés, mais par amusement. Un peu comme un savant fait une expérience dans un laboratoire parmi tant d'autres, et puis finalement la laisse échapper, c'est pas important. Donc l'homme ne représente plus grand-chose dans le cosmos Lovecraftien, c'est une civilisation parmi d'autres, et là encore on retrouve ce relativisme anthropologique qui, à mon avis, provient directement de l'époque. À ça, il faut ajouter quelque chose de très important, c'est que dans les années 20, les grandes découvertes archéologiques et paléontologiques s'accumulent. N'oublions pas que c'est l'époque où on découvre Toutankhamon et toutes les merveilles enfouies avec lui. C'est l'époque où il y a la grande enquête donc du Musée des sciences de New York dans le désert de Gobi, à la recherche du berceau de l'humanité. Finalement, ils ne trouvent pas le berceau de l'humanité, mais ils trouvent des œufs de dinosaures. Donc vous imaginez le succès qu'il peut y avoir dans les gazettes à l'époque. Donc, le courant de Weird Science et Lovecraft se nourrissent de toutes ces inventions, de toutes ces découvertes. C'est un moment de grand bouillonnement intellectuel et tous ces auteurs mettent ça à profit pour la fiction. Je réussis à surprendre le jeu solitaire et nocturne du vieil homme muet. Et cela se passa une nuit. Je montai sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre d'Erickson. Là, dans ce couloir étroit, devant cette porte fermée, le trou de la serrure bouché, j'entendis des bruits qui me remplissaient d'une anxiété indéfinissable. Au niveau du personnage, du narrateur, effectivement, il est beaucoup moins creusé psychologiquement que certains narrateurs poèsques, mais il part des mêmes prémices. Gilles Ménégaldo. C'est-à-dire l'instabilité du narrateur, l'instabilité liée à un choc traumatique et qui fait que le narrateur, alors soit effectivement tente de se remémorer une expérience pour essayer de sortir justement de cette impasse, de cette aporie, etc., soit au contraire est réticent. Et donc c'est dans ce rapport entre réticence et révélation que se construit le texte, effectivement. Bon, ça c'est du côté du narrateur. Donc ce narrateur va effectivement se raccrocher à la raison, d'où l'utilisation effectivement d'hypothèses rationalistes, d'où l'utilisation de ce qu'on pourrait appeler un métadiscours scientifique, enfin bon, simplement l'utilisation de vocables scientifiques précis, notamment, encore une fois, dans les grands textes que je qualifie
qualifie comme conjecturaux, comme Les montagnes hallucinées ou Dans l'abîme du temps, The Shadow Out of Time. Le titre original, c'est L'ombre venue du temps, alors que le texte français parle de Dans l'abîme du temps. Donc la métaphore n'est pas du tout la même. En tout cas, donc ce narrateur se raccroche à ce qu'il connaît, c'est-à-dire cet univers rationnel, et petit à petit, il va être confronté, je pense, pour appeler une sorte de paradigme à certains égards, c'est-à-dire que son discours ne correspond plus à ce qu'il essaye de décrire. D'où alors deux sortes de choses qui se produisent et qui sont générateurs d'une écriture, puisque le narrateur est aussi, à certains égards, l'écrivain, c'est-à-dire qu'il met en scène ce qu'il a vécu, et il le met en scène avec une certaine forme de dramatisation, de théâtralisation, mais aussi une écriture. Et donc on a ce qu'on pourra faire une sorte de dialogisme bakhtinien. D'un côté, une écriture rationaliste fondée effectivement sur des repères extrêmement précis, et d'un autre côté, une sorte de discours hallucinatoire qui tente de cerner ce qui échappe, ce déjà-là qui échappe, et donc qui passe effectivement par ce qu'on appelait le style hyperbolique de Lovecraft, mais aussi par une technique, alors là, qui est peut-être un peu plus précise sur un plan formel, ce qu'on pourrait appeler la pseudo-prétérition, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ne va pas dire et on dit quand même. Et donc on insiste sur l'incapacité du langage à décrire, sur le fait que finalement, ce que vous disiez justement, ce qu'on découvre petit à petit, c'est au-delà du langage, ou en deçà du langage d'ailleurs. Donc Lovecraft utilise cette technique, enfin fait parler son narrateur en termes effectivement d'une cascade adjectivale qui décrit, où des termes sont presque interchangeables. Quand on dit indicible, innommable, indescriptible, c'est la même chose. Donc ce qui compte, c'est l'effet produit, une sorte d'effet presque, je dirais, hypnotique, produit par cette écriture-là. Et justement, est-ce que cet effet hypnotique n'est pas renforcé par l'illusion qu'il construit ce qu'on a appelé une architecture, c'est-à-dire qu'effectivement les révélations qui sont faites sont extrêmement structurées. Voilà, donc alors vous avez parlé très justement de fragmentation. La fragmentation concerne aussi le récit, concerne la révélation de la chose, effectivement, on pourrait dire par fragments, c'est-à-dire en termes métonymiques, par exemple, mais elle concerne évidemment l'architecture du récit aussi, c'est-à-dire qu'on passe par des séries de médiations dans le récit. Le récit n'est jamais immédiatement accessible, même si on peut avoir évidemment un point d'ancrage dans la subjectivité du narrateur, effectivement, mais assez souvent aussi, d'abord, on a une sorte de délégation à un personnage qui est le narrateur, mais qui n'a pas vécu l'expérience. Donc déjà, on a une première forme d'indirection. Celui qui va raconter l'histoire, c'est l'ami du personnage qui a été confronté à la chose, à l'entité, etc. Et alors après, ça se complexifie nettement avec, par exemple, l'appel de Cthulhu, qui est peut-être un des textes emblématiques sur ce plan-là, où on va avoir toute une série de témoignages qui se recoupent plus ou moins, qui se complètent, parfois qui se contredisent, et qui permettent à Lovecraft d'avoir un style qu'on pourrait qualifier presque de documentaire ou journalistique, où il va intégrer des coupures de presse, où il va intégrer des rapports scientifiques, etc. Et ceci étant associé à des témoignages de première main, des témoignages de seconde main, des témoignages de plus en plus indirects, de plus en plus lointains, qui finissent par construire un univers qui justement perd un petit peu de sa lisibilité, devient opaque, et donc évidemment permet d'alimenter, de nourrir la légende et le mythe. C'est pour ça que Lovecraft lui-même est devenu une sorte de mythe. À Reinhard Kleiner, Theobald Manor, 11 juin 1920. Vénéré Bolingbroke, votre récente indifférence aux idées cosmiques me plonge dans un réel embarras. Nous savons naturellement qu'il n'y a pas de vie après la mort, car la vie et la pensée sont propres aux organismes matériels complexes. Mais autour de nous s'étend un espace illimité plein d'autres mondes, un espace à l'intérieur duquel nous ne sommes, pour ainsi dire, rien, et les questions gigantesques qu'il suscite soumettent l'esprit humain à un martèlement désespéré. Ce que je ne peux comprendre, c'est comment votre imagination peut ne pas réagir devant ces gouffres mystérieux. Comment vous pouvez échapper à la curiosité brûlante d'un enfant près d'une porte presque close, à travers les fentes de laquelle viennent des bruits étrangement merveilleux et d'un autre monde, et des lambeaux de vision qui suggèrent des choses impensables. Comment, après ces terribles aperçus, vous pouvez encore rester indifférent aux suggestions d'un autre monde? Comment vous pouvez encore prendre au sérieux le minuscule genre humain, ses affaires et ses désirs? Je trouve cela réellement difficile à comprendre. Ma seule solution, c'est qu'en vous, l'émotion remplace l'imagination, que le développement d'une sensibilité aiguë qui, chez le philosophe, affecte les fonctions imaginatives et spéculatives, chez le poète, affecte ces simples centres des ganglions nerveux qui donnent naissance aux émotions des relations humaines.
Vous regardez à travers un microscope, moi à travers un télescope. Vous tendez à la subjectivité, moi à l'objectivité. Votre étalon de valeur de base est l'homme. Le mien est l'infinité et l'éternité. Le texte le plus classique à ce niveau-là, c'est l'appel de Cthulhu, où tout est dévoilé au lecteur par petits morceaux. Joseph Alterac. Par coupures de journaux, au sens propre du terme. Lovecraft s'amuse à donner des extraits de coupures de journaux imaginaires. Et cet ensemble d'indices finit par décrire une réalité, quelque chose qui arrive d'inattendu, d'incompréhensible, d'épouvantable, et pour finir, je dirais, de cosmique. Tout ça par l'utilisation de la méthode du collage. Oui, c'est vrai. Lovecraft utilise la méthode du collage. Oui aussi, Lovecraft aime bien suggérer plutôt que décrire réellement. Encore que dans pas mal de ses textes, Lovecraft se livre à des descriptions extrêmement précises. Si l'on prend les montagnes hallucinées, par exemple, dans la description des vestiges d'une formidable civilisation au pôle sud, cette description, on l'a en long, en large et en travers. On a l'histoire de la civilisation, la manière dont vivaient ces formidables extraterrestres qui s'étaient installés sur Terre il y a des millions d'années, leur évolution, des considérations sur leur architecture, des considérations sur leur description physique. Maintenant, c'est Pierre Versin, l'auteur de l'encyclopédie de la science-fiction et de l'utopie, qui avait eu une réflexion à propos de Lovecraft. Il disait que ce qui lui paraissait assez curieux, c'est que Lovecraft donnait l'impression d'être quelqu'un qui s'effraie en découvrant des articles du dictionnaire Larousse. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que quand on lit les descriptions précises de Lovecraft, on se demande un peu pourquoi la chose qui est décrite est censée être si horrible. Lorsque Lovecraft les décrit, eh bien, l'idée de terreur, l'idée d'horreur, l'idée d'indescriptible, par définition, dès qu'on se met à la décrire, cette idée disparaît. Malgré cette faiblesse, toute la montée que fabrique Lovecraft pour amener le lecteur au climax, toute la montée est généralement construite de manière extrêmement efficace et peut placer le lecteur dans un état d'angoisse, ce serait beaucoup dire, mais disons dans un état d'inquiétude. Alors après, la résolution ne sera peut-être pas à la hauteur de l'inquiétude, mais peut-être que Lovecraft le fait exprès, peut-être que s'il décrivait vraiment l'horreur telle qu'elle était, cette description serait insupportable pour l'esprit humain. La chèvre noire aux 1000 chevreaux. Nyarlathotep, le chaos rampant, hurleur de la nuit, habitant de l'ombre. Le puissant messager, l'aveugle sans visage, père des millions de favoris. Umrat Tavil, le plus ancien, lui dont la vie a été prolongée, le guide et gardien de la porte. Yog-Sothoth, de l'au-delà. Michel Murger, est-ce que l'intensité des textes de Lovecraft n'est pas liée à cette manière fragmentaire de présenter les choses et cette sorte d'architecture qui se construit au fur et à mesure d'une nouvelle à l'autre ? On a souvent un personnage en quête d'une vérité qui en même temps il cherche et qu'en même temps il redoute absolument et qui va découvrir une réalité par des voiles qui se soulèvent partiellement. Pour prendre un exemple concret de ce que vous voulez dire, reprenons le cauchemar d'Innsmouth. Vous avez le narrateur qui finit par découvrir qu'il est l'enfant des hommes-poissons d'Innsmouth. C'est bien l'exemple que vous avez choisi. C'est la découverte de sa propre vérité, mais là encore, ce n'est pas sa vérité individuelle. C'est-à-dire que là encore, l'individu retrouve le collectif. Cette quête au départ individuelle du narrateur débouche sur la reconnaissance, cauchemardesque d'ailleurs, de sa consanguinité avec les hommes-poissons d'Innsmouth. Donc là encore, vous voyez, moi je dirais c'est la quête des origines, des racines, mais des racines collectives. C'est-à-dire que là encore, et ça c'est typiquement Lovecraftien, l'individu, d'une certaine manière, dès le départ, participe du collectif ou le retrouve à la fin d'une quête, qui est souvent longue et difficile, semée d'embûches, mais finit par découvrir cette vérité qui est souvent une horrible vérité. Regardez dans « Je suis d'ailleurs », la découverte du physique de l'individu quand il touche effectivement le miroir et qu'il se voit dans le miroir. Donc effectivement, il y a la peur, il y a l'angoisse, mais je crois que c'est aussi lié
avec certains courants de l'époque. C'est-à-dire que là encore, il faut éviter de faire une espèce d'analyse qui traquerait, je dirais, uniquement l'individu chez Lovecraft. Moi, je crois qu'à l'époque, il y avait énormément de textes, que ce soit des textes d'anthropologie, des textes d'archéologie, des textes aussi de psychanalyse, dont il a pu exploiter certains aspects, qui montrent effectivement cette espèce de difficulté de l'homme de la première après-guerre pour arriver à trouver dans un monde moderne sa voix, son identité. Je crois que là encore, moi ce qui m'a beaucoup frappé chez Lovecraft, c'est ce qu'il relie au groupe, c'est ce qu'il relie à la communauté américaine, et moins ce qui fait sa singularité. Chaque fois que vous cherchez des choses de ce type, vous débouchez toujours sur le collectif, que ce soit le collectif en art, que ce soit le collectif en sciences, que ce soit le collectif en politique. C'est un des individus qui, justement, a le plus essayé de reconstruire une identité collective, nostalgiquement, celle des vieux Américains, celle de cette époque, pour lui, mythique, d'avant la grande immigration des années 20. Alors, il faut effectivement, je pense, de façon très sérieuse et très décidée, condamner son racisme. Je l'ai fait à travers mes textes, il faut le faire, il faut le répéter, mais d'autre part, il faut essayer de concevoir dans quel contexte sociopolitique ça s'insère. Alors là, Michel Morget, vous me tendez une perche pour parler de la biographie de Michel Houellebecq, qui n'en est pas une, puisqu'en fait, c'est une sorte de roman dont le héros serait Lovecraft, mais c'est du Houellebecq, évidemment. C'est du Lovecrafto-Houellebecq. De toute façon, Houellebecq n'a jamais rien écrit qui ne soit du Houellebecq. Et je dois dire que c'est la différence avec Lovecraft, parce qu'au fond, moi, ce qui me plaît beaucoup chez Lovecraft, si vous me demandez, au fond, si vous vouliez un peu résumer qu'est-ce qui vous plaît chez Lovecraft, je dirais justement, il ne nous parle pas de nous en tant qu'individus. Il s'adresse à la collectivité humaine, et ça, une des raisons, et là, ça vient sans doute de ses positions sociales et politiques. Lovecraft était ce qu'on peut appeler un communautariste, c'est-à-dire qu'en fait, toute sa vie, il a essayé de développer un point de vue basé sur sa communauté de Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire que j'ai créé d'ailleurs un terme, le régionalisme cosmique, pour rendre compte de la spécificité de sa créativité. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que c'est un régionalisme, donc c'est essentiellement basé sur la Nouvelle-Angleterre. Il invente des villes universitaires qui n'ont jamais existé, comme par exemple Arkham ou Innsmouth, etc., mais qui en fait recouvrent des réalités de Nouvelle-Angleterre. Et partant de ce point de vue régional, il montre que dans ce petit monde régional, eh bien, s'insère toute une perspective cosmique, des rapports avec d'autres dimensions, avec d'autres planètes. Donc finalement, il fait exactement le contraire d'un écrivain qui développe une perspective universaliste. C'est-à-dire, c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il y a quand même des problèmes aujourd'hui au niveau de sa réception. Parce que, si vous voulez, Lovecraft est en porte-à-faux avec le courant qui a triomphé, qui est un courant universaliste, qui nous dit de nous méfier justement du communautarisme, qui nous dit de nous méfier de la perspective régionale ou même locale. Et Lovecraft prend exactement le contre-pied, c'est-à-dire qu'il parle d'une perspective strictement locale et régionale pour déboucher sur l'universel. Il ne parle pas de l'universel pour déboucher sur le régional, il parle de l'inverse. Et avec effectivement la tâche obscure, la tâche aveugle, qui est effectivement son racisme, qui est extrêmement développé au début, et puis il commence petit à petit à mettre de l'eau dans son vin jusqu'à la fin de sa vie, où là il en arrive à des perspectives quasi socialistes. Vous savez qu'il adhère plus ou moins au New Deal de Roosevelt, donc il a changé, et on le souhaite, on est très heureux, mais je veux dire, il faut bien le comprendre pour voir qu'il y a un rapport étroit entre son type de créativité et son type de position éthique et politique. Quant à la clé dont Carter m'envoya une photographie, ces arabesques ne sont pas des lettres, mais semblent avoir appartenu à la même tradition culturelle que le parchemin. Carter se disait toujours sur le point de résoudre le mystère, mais ne donnait jamais de détails. Il s'abandonna presque une fois à la poésie en parlant de l'ensemble de ses recherches. Il se pourrait, disait-il, que cette antique clé d'argent puisse ouvrir les portes successives qui nous empêchent de descendre librement les fameux corridors de l'espace et du temps jusqu'aux ultimes confins qu'aucun homme n'a traversés depuis que Shaddad, avec son terrifiant génie, construisit et cacha dans les sables de l'Arabie pétrée les dômes prodigieux et les minarets innombrables d'Irem aux milliers de colonnes. Des derviches à moitié morts de faim et des nomades devenus fous de soif
sont revenus parler de ce monumental portail et de la main sculptée au-dessus de sa clé de voûte, mais aucun homme ne l'a franchi et n'est revenu sur ses pas pour dire qu'à l'intérieur, ses empreintes sur le sable encombré de gravats attestaient de sa visite. La clé, supposait-il, était celle pour laquelle la gigantesque main sculptée se serrait en vain. Donc il veut aller. Faut que j'aille à Crémieux. Je n'irai pas jusque-là avec mon bidon. Et quand même, je pourrais aller jusqu'à la gare. La gare? Quelle gare? J'ai entendu un train en venant. Il n'y a pas de gare. Ça fait des lustres. Il passe plus de train. Pourtant, je vous assure. C'est votre imagination. Quand le vent souffle comme ça, il apporte des bruits étranges. Une partie des textes de Lovecraft, je pense à La Clé d'Argent et aux nouvelles qui suivent, sont vraiment sous l'empire du rêve et d'un univers onirique. Oui, pas seulement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement une partie de l'œuvre qui est ouvertement... Aujourd'hui, on aime employer un petit peu le terme de Dunsanien à propos de Dunsany, qui était un écrivain que Lovecraft admirait. On va dire des textes qui se déroulent dans un monde, pour simplifier, je dirais, un peu merveilleux. Et Lovecraft aimait dire que certains de ses textes étaient inspirés très directement par ses rêves. Il décrivait ses rêves et il m'a envoyé une nouvelle entière qui est apparue depuis, Le clergyman maudit, qui est juste le récit d'un rêve. Et il a un récit tout à fait merveilleux. 1976. D'une invasion de notre monde, d'abord par les rêves, l'appel de Cthulhu. Jacques Bergier. C'est un récit qui fascine tellement qu'encore maintenant, 40 ans après la mort de Lovecraft, on écrit des suites. Il a visité Paris en compagnie d'Edgar Poe en rêve. Et alors ça pose un problème parce qu'il a décrit les quartiers de la rue d'Aubenton, les quartiers de la rue de la Halle au Cuir. Et il a décrit d'une part ces rues où les maisons d'un côté ou l'autre de la rue se rencontrent presque en ne laissant pas passer les lumières, du côté de la rue Broca. Bon, il aurait pu les voir sur une photo, mais il décrit l'odeur particulière qui régnait avant qu'on ait enlevé le cuir, l'odeur du cuir en train de pourrir, qui est une odeur qui n'a pas été, à ma connaissance, décrite et qu'il a décrit exactement dans une nouvelle qui s'appelle La musique d'Éric Salo. J'ai été tellement étonné que je lui ai écrit « Avez-vous visité Paris ?» Il m'a répondu avec Edgar Poe en rêve. Donc il aurait inventé ce rêve où il visite Paris en compagnie d'Edgar Poe. Voilà, je pense que c'est pas tellement Lovecraft qui l'a inventé, mais c'est Jacques Bergier qui l'a inventé. Joseph Alterac. C'est bien joué de la part de Jacques Bergier, c'est un bel hommage. Là, on peut dire deux mots. Jacques Bergier est effectivement, on peut le dire, le découvreur de Lovecraft pour la France. Bergier avait lu Lovecraft avant-guerre dans Wertels, qui était une des revues où paraissaient les nouvelles de Lovecraft. Et on trouve dans cette revue des lettres de Jacques Bergier disant son admiration pour cet auteur. Je pense, sauf erreur, que c'est la seule lettre écrite par un Français jamais parue dans Wertels. Maintenant, Jacques Bergier était un grand mythomane, on l'aime aussi pour ça, et il a transformé ce courrier qu'il a envoyé à Wertels avec une correspondance avec Lovecraft qui, à mon sens, est totalement imaginaire. Elle se résume à quelques allusions, notamment cette allusion à une visite que Lovecraft aurait fait en rêve d'un quartier, d'une rue mal connue de Paris. Tout ceci est du pur pipeau, pour parler vulgairement, mais c'est tellement beau et tellement sympathique, et pour la mémoire de Bergier, on va faire semblant d'y croire. Alors on a effectivement plusieurs origines du réel, d'après ces fictions bien sûr. Les perceptions plus ou moins fiables, les rêves,
Et bien sûr, tout ce qui concerne les transcriptions, les hiéroglyphes, les écrits plus ou moins lisibles et plus ou moins maudits. Tout à fait. Alors ça, c'est un aspect très, très intéressant. Finalement, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi sur l'idée de progression et de fragmentation. Gilles Menegaldo. On a beaucoup parlé de la bibliothèque des ouvrages maudits de Lovecraft, donc le fameux Necronomicon, le livre du nom des morts, littéralement, et donc qui est un ouvrage écrit par un arabe fou qui s'appelle Abdul al-Hazred, et qui est donc la Bible Lovecraftienne en quelque sorte, qui est enfermée dans les caves de l'université, et que va consulter la fameuse entité de l'abomination de Dunwich, qui va aller consulter en secret pour savoir justement comment faire pour faire revenir ou rendre visible son jumeau. Alors là aussi, de manière à la peau, en quelque sorte, il construit un faux référent à partir de vraies références livresques, effectivement, c'est-à-dire qu'il mélange des livres qui existent et des livres qui n'existent pas. Ce qui fait que les livres qui n'existent pas ont la caution érudite des livres qui existent. Bon, après, l'autre source, effectivement, c'est ce qui se passe en termes de représentation. C'est-à-dire que les sources de savoir sont dans les livres. Elles passent soit de manière accessible par simplement des descriptions d'entités, etc., des formules, mais elles passent aussi par ce qu'on pourrait appeler des messages cryptés. Donc il y a tout l'aspect du message crypté, du cryptogramme, qu'on trouve dans le cas des Charles Dexter Ward, mais là encore, ça rappelle Edgar Poe et The Goldbug, le scarabée d'or. Bon, bref, l'autre aspect aussi qui est très important chez Lovecraft, c'est la fresque. C'est-à-dire que la fresque qui décrit, par exemple, l'histoire des entités extraterrestres, comment elles sont arrivées sur Terre, comment il y a eu des guerres cosmiques sous la Terre. Tout ça, c'est décrit dans des fresques qu'on trouve effectivement sur les murs des cités dans les montagnes hallucinées. Et finalement, c'est ce niveau-là, on pourrait dire ensuite, qu'il y a les amulettes, les statuettes, c'est-à-dire que la pierre littéralement sort du mur et va s'inscrire dans des représentations beaucoup plus précises, comme par exemple la petite statuette que trouve l'inspecteur Legrasse dans une île exotique, qui donc représente le dieu Cthulhu. Voilà. Et finalement, la dernière étape, c'est la matérialisation effective de ces créatures. Donc on passe par toutes ces formes de représentation, on en parle dans les livres, des livres plus ou moins cryptiques, eux-mêmes qui sont d'ailleurs plus ou moins fiables parce que ce sont des traductions d'ouvrages antérieurs ou parce qu'une partie a disparu, que l'ouvrage était en partie brûlé, etc. Et puis ensuite, on est confronté à la chose, à l'être innommable, comme à la fin de Cthulhu, où on compare le monstre Cthulhu qui émerge des flots à un polyphème. Et là, on voit très très bien aussi que Lovecraft, et j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais il y a une culture classique extrêmement solide et qu'il y a énormément de références mythologiques à la mythologie classique. Je laisse derrière moi les rumeurs de la place. J'entre dans la bibliothèque. D'une manière presque physique, je sens le poids des livres, l'ambiance calme d'un ordre, le temps par magie disséqué et conservé. À droite et à gauche, absorbés dans leurs rêves lucides, se profilent à la lumière des lampes studieuses les visages momentanés des lecteurs. Philippe Marlin, à vous regarder, vous semblez saint d'esprit. Et donc, qui pourrait supposer que non seulement vous avez ouvert le fameux Necronomicon, mais en plus vous en possédez, non pas un, mais plusieurs exemplaires. En fait, vous êtes un collectionneur de Necronomicon. Alors, la question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir si vous avez perdu déjà plusieurs fois la raison. Bon, alors, avant de parler de ma santé mentale, mais je vais y revenir, je précise que je ne suis pas un collectionneur de Necronomicon, je suis un amateur. Alors, le Necronomicon, avant de présenter la collection, d'après Lovecraft, aurait été écrit par un arabe au VIe siècle, en 700 quelque chose, qui est l'arabe Abdul al-Hazred. Alors c'est quelque chose de très amusant parce que quand on fait des recherches biographiques dans les lettres de Lovecraft, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, il semblerait que ce soit le prénom, le surnom, le qualificatif qui se soit donné quand il était gamin et qui, comme tous les gamins, se déguisait pour faire des parties avec les amis. Donc voilà pour ce qui est de l'auteur. Alors ce qui fait que le Necronomicon, outre Lovecraft, est pratiquement dès l'origine, enfin très vite, on l'a trouvé emprunté et utilisé par toute une série d'amis comme Clark Alston Smith,
comme Robert Bloch ensuite, qui a écrit un bouquin fantastique qui s'appelle Retour à Arkham. Donc ça c'est la première génération, c'est le Necronomicon qui se balade entre les copains. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères, à raison de 5 par côté, couvrent tous les murs moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a 2 cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. À proximité passe l'escalier en colimaçon qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Mais très vite, le cercle littéraire va s'étendre. Il va s'étendre dans sa dimension et il va s'étendre dans la durée. C'est-à-dire que des générations successives d'amateurs de Lovecraft vont se mettre à emprunter ce bouquin. En voilà un, par exemple, qui est le Necronomicon de Sprague de Caen. Alors, le titre, c'est Alasif, parce que, d'après Lovecraft, le sous-titre, du Necronomicon était Alasif. Alasif, c'est le bruit que font les insectes la nuit, qui, semble-t-il, évoque le cri du démon. Il est très marrant parce que vous avez une préface de quelques pages, écrite normalement, en l'occurrence en anglais. Puis ensuite, vous avez des gribouillis absolument illisibles qui sont écrites dans une langue sémitique qui est le duriaque. Donc voilà un exemple de Necronomicon absolument invraisemblable. On achète un livre qui est illisible, à 4 pages près, mais vous avez un Necronomicon. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est que le Necronomicon va finalement dépasser la stricte sphère littéraire pour toucher ce qu'on appelle les barjots. Et alors, il y a toute une série d'individus qui vont se mettre à faire des Necronomicon, mais beaucoup moins sous forme de clin d'œil littéraire pour faire croire aux copains qu'eux, mais vraiment pour croire et pour pratiquer. Le Necronomicon serait passé entre les mains d'un alchimiste et d'un magicien célèbre, à savoir John Dee. Et que John Dee l'aurait utilisé, elle l'aurait crypté. Et le cryptage du Necronomicon, c'est le fameux manuscrit Voynich, qui lui, contrairement au Necronomicon, existe vraiment. Alors, un des plus célèbres Necronomicon barjots, c'est celui-là. C'est le Necronomicon de Simon. Voilà, vous en avez 2 éditions. Alors, le Necronomicon de Simon, il est tellement important que vous avez eu des petits fascicules annexes pour le pratiquer de façon efficace. Voilà encore un guide de pratique du Necronomicon. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que finalement, ça va se retrouver dans de l'ésotérisme noir. Et l'ésotérisme noir qu'on appelle le satanisme, puisque un sataniste américain assez célèbre qui s'appelle Anton LaVey l'a réutilisé dans sa Bible satanique. Dans le dédale labyrinthique et clos de la bibliothèque, au long des rangées infinies de livres,
Les manuscrits interdits de Lovecraft côtoient peut-être les livres impossibles de Borges. La reliure en peau humaine du Necronomicon accolée au livre de sable. Les traités des nécromants dialoguent sans doute dans le silence des travées poussiéreuses avec les textes hérétiques. Au plein jour épanoui de la culture classique, où les œuvres de Sophocle, Dante et Shakespeare s'allient aux traités d'astrophysique et aux histoires des empires, succède peu à peu la nuit légendaire des incunables maléfiques. Traités et autres codex, écrits dans la nuit parallèle des persécutions, des sabbats et des sacrifices. Alors, après les Barjots, une autre famille s'est emparée du Necronomicon, qui est une famille là très, très sympathique à mes yeux. C'est la famille des rôlistes, c'est-à-dire des joueurs de jeux de rôle. Philippe Marlin. Et donc, vous avez ici un certain nombre de pièces qui sont des pièces extraordinaires, puisque ce sont des objets qui ont été créés par des joueurs de jeux de rôle. Donc ça, c'est des pièces uniques, c'est-à-dire c'est un club de copains qui jouent à l'appel de Cthulhu et qui, pour leur jeu, ont besoin d'un Necronomicon, donc ils vont créer leur Necronomicon. Alors j'en ai un certain nombre comme ça. Donc celui-là, avec une couverture métallique, en voilà un. J'en ai d'autres plus, plus people sur des essais de faux parchemins anciens. Avec les taches de sang qui traînent encore dessus. Voilà. Et j'en ai même en rouleau. Ah oui, jaunis à souhait. Voilà. J'ai même des Necronomicon assez extraordinaires. Et ce Necronomicon, il est vierge, il est blanc. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, vous avez un Necronomicon qui est une pièce unique, que je suis le seul à avoir, même si je ne suis pas un collectionneur fou, c'est que j'ai un ami qui est sculpteur en Bretagne, et je lui ai demandé de me faire un Necronomicon en pierre. Et vous, votre préféré parmi tous ces exemplaires? Alors, c'est celui que je ne vous ai pas montré, c'est celui-là. Ah, voilà. Alors, celui-là, donc, c'est un Necronomicon relié en cuir, avec... allez, on va dire que c'est un rubis, mais à mon avis, c'est du plastique rouge. Et alors, donc, il vient de la bibliothèque de l'Université du Miskatonic. Vous voyez, vous avez, comme dans toutes les bibliothèques, la fiche de lecture. Donc, vous voyez que Wilbur Wheatley l'a emprunté, enfin, tous nos copains. Là, vous avez un petit courrier, vous voyez, de octobre 31, avec le tampon de la poste d'Arkham. Moi, je le trouve vraiment très, très beau. Feuillets oubliés que le vent de l'océan fait voler au-dessus des toits de Salem et disperse dans les confins marécageux de la Nouvelle-Angleterre. À charge pour nous d'imaginer le visage inquiet de l'archiviste, le jour où un lecteur timide lui réclama avec l'insistance fébrile de l'érudit: De masticatione mortuorum in tumulis, de Michael Roft. Détruit, brûlé, introuvable. Borellus. Détruit, brûlé, introuvable. Magia postuma, de Charles Ferdinand de Schertz. Détruit, brûlé, introuvable. Image du monde, de Gauthier de Metz. Détruit, brûlé, introuvable. Le livre des envahisseurs. Détruit, brûlé, introuvable. Necronomicon, de l'arabe dément, Abdul al-Azred. Détruit, brûlé, introuvable. Les livres de Thoth. Détruit, brûlé, introuvable. Le culte des Ghouls, du comte d'Herlet. Donc, Christophe Thiel, Lovecraft a eu vraiment des influences qui ne se sont pas répercutées uniquement dans la littérature. Oui, fait certain. Bon, la littérature a été, je pense on peut dire, marquée par l'œuvre de Lovecraft.
Mais quand on pense à l'influence qu'il a pu avoir en dehors du domaine strictement littéraire, bon, il y a d'abord, on pense immédiatement aux jeux de rôle. C'est à peu près dans les années 80, dans le domaine des jeux de rôle qui étaient plus ou moins monopolisés par des choses qui dérivaient de l'œuvre de Tolkien, des histoires de fées, de dragons, de magiciens, etc. Qu'il y a eu la sortie du jeu L'Appel de Cthulhu, où brusquement on n'était plus du tout dans cet univers de fantasy, mais dans l'univers de Lovecraft, où il fallait découvrir des complots ou des choses secrètes derrière lesquelles se trouvaient en général les grands anciens ou leurs sectataires. Donc c'est une chose qui, je sais, a eu beaucoup d'influence auprès en particulier de toute une génération de lycéens, et pour certains, dans le meilleur des cas, ensuite les a poussés à lire et à revenir à l'œuvre de Lovecraft lui-même. On peut parler aussi de musique. Il y a un certain nombre de groupes, que ce soit dans les années 60, 70 ou plus récemment, qui ont été influencés par Lovecraft. Il y a eu un groupe américain qui s'appelait H.P. Lovecraft, à la grande époque du rock hippie et de l'acid rock, qui avait un son très particulier. Bon, plus récemment, il y a eu des titres inspirés de Lovecraft chez Metallica. Le côté démoniaque, mais pas le satanisme classique, mais quelque chose de plus étrange, a beaucoup plu à un certain nombre de groupes de heavy metal qui recherchaient je dirais, un mal un peu plus exotique que les démons à cornes classiques. Et puis bien sûr il y a le cinéma. Bon, il n'y a pas eu énormément d'adaptations proprement dites d'œuvres de Lovecraft. La meilleure est peut-être, de certains points de vue, en tout cas du mien, celle qui a été faite par Corman, qui est présentée comme une adaptation de Poe, qui s'appelle le Château hanté, enfin la malédiction d'Arkham, le titre français, mais qui en fait est l'affaire Charles Dexter Ward, l'histoire de cet homme qui est envoûté par le portrait de son ancêtre. Enfin ça c'est la vision du film. La nouvelle elle-même est un petit peu plus complexe. Et puis il y a eu des gens comme John Carpenter avec L'Antre de la folie. Il y a eu un certain nombre comme ça de réalisateurs qui ont produit des films où on retrouve une touche Lovecraftienne qu'on peut décrire comme quelque chose d'horrifiant et d'étrange et issu d'un autre monde, mais d'une manière extrêmement frappante. Et puis, on peut mentionner aussi le célèbre artiste suisse, Giger, qui est entre autres connu comme le concepteur du monstre de Alien, chez qui l'influence Lovecraftienne est évidente. Alors, les nouvelles ne sont pas des suites qui s'enchaînent, mais des sortes de fragments qui résonnent les uns avec les autres. Oui, il est vrai que, comme on le faisait remarquer tout à l'heure, les textes de Lovecraft sont parfois construits un petit peu comme des collages, avec des allusions, des références à des choses, que ce soit des coupures de journaux, des livres anciens, des témoignages, tout ça construit en strates. L'ensemble de l'œuvre, on peut dire, enfin au moins disons, on va dire, de l'œuvre de fiction et d'une partie de sa poésie, est aussi constitué comme ça de collages ou de strates. Je ne pense pas qu'il faille y chercher, comme l'ont fait beaucoup d'exégèses. D'ailleurs, c'est un sport fort agréable, auquel pourquoi ne pas s'y livrer. Mais je ne pense pas qu'il faille y chercher une cohérence extrême. Je pense que Lovecraft s'est beaucoup amusé à construire une œuvre comme ça par petites touches, en ajoutant des choses de lui-même, ou des fois suite à la suggestion de ses nombreux amis et correspondants. C'est un jeu pour lui. Il ne faut pas, à mon sens, essayer d'imaginer une cohérence dans le panthéon de créatures plus ou moins extraterrestres, plus ou moins monstrueuses, plus ou moins surnaturelles, quoique à mon avis le surnaturel ne remplit pas une part très importante dans l'imaginaire Lovecraftien, mais enfin c'est une question de point de vue. Je ne crois pas qu'il faille y chercher une cohérence générale. Il y a une tonalité générale, ça c'est sûr. On va dire que ce sont des variations. Ce sont des variations qui s'enrichissent, mais il ne faut pas y chercher quelque chose d'extrêmement construit, comme on essaye de le faire parfois. Essayer d'étiqueter les textes de Lovecraft et les différentes créatures, essayer de chercher des collusions. Bon, il y en a, mais elles sont, je pense, assez superficielles. Maintenant, on trouvera aujourd'hui dans la littérature des exégèses Lovecraftiens des travaux érudits montrant que toute cette œuvre a une cohérence parfaite. Je n'en suis nullement convaincu et je pense que Lovecraft se serait beaucoup amusé de voir ce qu'est devenu le commentaire de son œuvre aujourd'hui.
Si l'effet est tout ce que nous devons considérer, le voyou ivrogne ou le fou qui se prend pour un roi peut être considéré comme aussi béni que l'homme dont le bonheur est fondé sur des choses réelles. S'il n'y avait pas quelque vertu dans la simple vérité, alors nos beaux rêves, nos illusions et nos folies devraient être estimés au même degré que ce que nous concevons dans la sobriété de nos heures de veille et le réconfort qu'elles apportent. Si la vérité ne correspond à rien, nous devons alors considérer les fantasmes du sommeil avec autant de sérieux que les événements de la journée. Il y a de cela plusieurs nuits, j'ai fait un rêve étrange sur une ville étrange, une cité aux nombreux palais et aux dômes dorés située dans une dépression entre des rangées d'horribles collines grisâtres. Arrivé à ce point, vous allez me demander d'où viennent toutes ces histoires. Je vous répondrai, en raison de votre pragmatisme, que le rêve était aussi réel que ma présence devant cette table, la plume à la main. Si la vérité ou la fausseté de nos croyances et de nos impressions sont sans importance, alors je suis ou j'étais réellement et indiscutablement un esprit désincarné planant au-dessus d'une ville très singulière, très silencieuse et très antique, quelque part au milieu des collines grises et sinistres. Je croyais l'être à cette époque. Quoi d'autre a de l'importance ? Pensez-vous que j'étais aussi exactement cet esprit que je suis aujourd'hui H.P. Lovecraft ? Moi pas. Et nous y voilà, comme dit Mr. Dooley. Je reconnais qu'il y a une distinction entre la vie de rêve et la vie réelle, entre les apparences et les réalités. J'avoue éprouver un désir insurmontable de savoir si je suis endormi ou éveillé, si les conditions extérieures et les lois qui ont un effet sur moi sont extérieures et permanentes, ou bien sont les produits transitoires de mon propre cerveau. J'admets que je suis très intéressé par la relation que j'ai avec les choses qui m'entourent, relation de temps, relation d'espace et relation causale. Je désire savoir approximativement ce qu'est ma vie en termes d'histoire humaine, terrestre, solaire, cosmique, la place que j'occupe dans le système terrestre, solaire, cosmique, et par-dessus tout, comment je peux bien être lié au système général, de quelle façon, sous l'effet de quel agent et jusqu'à quel point les forces qui guident visiblement la création agissent sur moi et gouvernent mon existence. Et s'il existe des forces moins visibles, je désire les connaître et savoir quel rapport elles ont avec moi. Folie, je vous entends déjà dire, sans aucun doute. D'accord, donc pas de parascience non, pas du pour tout. vous, Michel Meurger, mais pas non plus de dimension supplémentaire ni d'entité divine. Lovecraft, dans sa correspondance, a été très clair. C'est d'abord un écrivain. Il dit d'ailleurs très clairement que, à certains correspondants, qu'il utilise des fadaises, il utilise ce terme théosophique et autres, mais de façon purement instrumentale, à des fins esthétiques, si vous voulez. D'autre part, il n'y a aucunement un rapport à la religion, au sens métaphysique du terme. C'est-à-dire que Lovecraft avait des positions matérialistes très nettes. Il s'en est toujours ouvert dans sa correspondance, donc il n'y a aucun doute à cet aspect. Ceci dit, là encore, Derleth a fait un sale boulot, parce qu'effectivement, les pastiches, à partir de Derleth, lui redonnent ce halo, sinon religieux, du moins, moi je dirais souvent néo-occultiste. Oui, ça c'est vrai. Et souvent, les gens qui se sont inspirés plus des recueils de pastiches publiés dans la maison d'édition de Derleth, Arkham House, effectivement, ont suivi dans cette direction, ont développé de façon outrancière le côté sorcellerie, le côté occultiste, alors que si vous regardez quantitativement, ça occupe une très petite place dans l'œuvre proprement Lovecraftienne. Et secondaire. Je crois que Lovecraft joue des deux stratégies selon les textes, et parfois dans l'espace de la même nouvelle, on peut trouver des éléments effectivement extrêmement précis de description. Gilles Menegaldo. Quasiment anthropologique, et à d'autres moments, au contraire, on va jouer au contraire sur le trouble de la perception, sur l'indétermination de la perception, liée à l'état, par exemple, psychique du narrateur, à la folie potentielle, etc. Et donc, je crois que Lovecraft joue sur ces deux types d'écriture qui sont une ligne de partage, en quelque sorte, entre
entre deux formes de fantastique qui peuvent être effectivement radicalement différentes, mais qui peuvent être aussi totalement associées en symbiose. Et je crois que Lovecraft arrive à maintenir les deux. Alors, ce qu'on peut, mettrai un bémol en disant simplement que Lovecraft en rajoute parfois un peu trop dans ce style hyperbolique, dans cette écriture de l'excès. Il s'amuse. Voilà. Et donc, effectivement, c'est un dernier point qu'il faudrait dire, c'est qu'il se gargarise de ça, il s'hypnotise lui-même en quelque sorte avec sa propre écriture, tout en étant relativement... tout en ayant une certaine distance ironique ou humoristique, mais qui n'est pas très forcément détectable dans ses textes. Ce que dire, bon, évidemment, si on connaît bien Lovecraft, on voit bien qu'il y a des clins d'œil, de l'humour qui renvoie notamment à son propre cercle de lecteurs proches. Mais en fait, c'est surtout en lisant sa correspondance qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'humour et d'ironie chez Lovecraft. Alors bon, c'est vrai, on a avancé ces chiffres de plus de 100 000 lettres. Bon, peut-être exagère-t-on, mais enfin, même si ce nombre est peut-être exagéré, ces lettres se comptent véritablement par milliers. Lovecraft avait un nombre extraordinaire de correspondants. Et une anecdote amusante. Joseph Alterac. Plusieurs années après sa mort, deux passionnés de Lovecraft sont dans un train aux États-Unis et discutent entre eux de Lovecraft et comparent leurs souvenirs en fonction des lettres qu'ils envoyaient, que le vieux gentleman, le prétendu vieux gentleman, leur envoyait. Et alors qu'ils sont en train de parler, quelqu'un qui est au fond du wagon, qui les entend, s'approche d'eux et leur dit « Messieurs, moi aussi j'ai correspondu avec Lovecraft ». Ça montre bien qu'on pouvait tomber sur des correspondants de Lovecraft comme ça par hasard dans un wagon de chemin de fer. Tellement ils étaient nombreux. C'est peut-être la taille, disons, des lettres, de certaines lettres, moi, qui m'a le plus impressionné. Il passait son temps à ça. C'est assez fascinant. C'était Une vie, une œuvre, Howard Phillips Lovecraft, Lettres de Providence. À l'ouest d'Arkham, les collines sont sauvages, et il est des vallées dont les bois profonds n'ont jamais subi la hache. Il est d'étroites et sombres gorges où les arbres s'inclinent bizarrement, où de minces ruisselets filtrent sans avoir jamais reflété l'éclat du soleil. Sur les versants plus doux, d'antiques fermes branlantes aux chaumières trapues couvertes de mousse ruminent éternellement les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre à l'abri de grandes corniches rocheuses. Mais toutes sont vides à présent. Leurs larges cheminées s'effritent et leurs flancs recouverts de bardeaux bombent dangereusement sous les toits bas à double pente. Avec Christophe Thiel, directeur des éditions Malpertuis, Joseph Alterac, directeur des cahiers d'études Lovecraftiennes, Michel Meurger, auteur de Lovecraft et la science-fiction publié chez Ancrage, Gilles Ménégaldo, qui a dirigé le colloque de Cerisy consacré à Lovecraft, Jackie Ferjot, auteur de Moi, Howard Phillips Lovecraft, édition de L'Œil du Sphinx, et Philippe Marlin, directeur du bulletin et des archives de l'université de Miskatonic. Vous avez trouvé? Faites voir. Non, c'est rien, je me suis trompé. C'est la musique, montrez-moi. Archivina, Sophie Gillery, lecture Christophe Lemay, extrait des courts-métrages de Marc-Thomas Charlet, remerciements à l'ensemble Tristan d'Ardennes dirigé par Hervé Delahaye. Et voilà, je le sens. La musique les attire. Prise de son et mixage, Bernard Laniel et Serge Ristich. Réalisation, Nathalie Triandafilides. Une émission de Lydia Benitzrak. Arrêtez, c'est ridicule. Il n'y a rien derrière cette fenêtre.